Bonsoir et bienvenue mesdames, messieurs dans Regard Sur. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train d'attendre notre grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence, cette émission qui élabore divers sujets d'actualité. Cette actualité d'ailleurs qui reste dominée par les consultations déjà entamées par le président de la République, une diversification des différentes personnalités, acteurs politiques de la République a été constaté, même les différentes confessions religieuses aussi ont été reçues par le président de la République, mais il reste encore une grande partie, une grosse portion de l'opposition qui est en train d'hésiter encore. On va parler aussi de la situation sécuritaire qui reste précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La situation économique au pays aussi sera abordée au cours de cette émission. Le regard de ce soir sera rivé sur Jean-Marie Kassamba. Bonsoir. Monsieur Kassamba. Bonsoir. Jean-Marie Kassamba, vous n'êtes plus à présenter, mais je suis obligé quand même de le faire. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un qui vous suivra en ce moment, qui va dire que je ne le connais pas celui-là, mais peut-être que ça peut arriver. Vous êtes directeur général de Télé 50 et Radio 50 en même temps, président de l'UNPC Kinshasa, c'est bien cela? Comment allez-vous? Ben, je vais très bien. Vous avez oublié que je m'occupe de la visibilité de la révolution de la modernité et la vision du président de la République. Et je m'occupe aussi de la presse panafricaine parce que je suis toujours le vice-président au niveau de Paris. Oui. Très bien. Alors Jean-Marie, comment se porte l'UNPC aujourd'hui, hein, une structure qui est beaucoup contestée par les journalistes parce que les journalistes pensent qu'ils sont victimes justement de la mégestion qui serait au sein de cette structure. Non, l'UNPC n'est pas contestée. L'UNPC que je viens d'hériter pour en tout cas la ville de Kinshasa depuis quelques mois est en train de se formaliser et surtout de faire son travail d'identification de journalistes, de vrais journalistes qui font ce travail. C'est-à-dire des vrais journalistes Des gens qui ont à la fois la formation, qui pratiquent l'éthique et la déontologie professionnelle, qui, pour les responsables de médias, qui s'équipent, qui respectent les lois, mais également qui aiment leur pays. C'est ça le vrai journaliste. Ce ne sont pas des gens qui sont passionnés pour tout ce qui est un peu, je dirais, de la rumeur, de la provocation, du chantage, etc. Ça, c'est pas des journalistes. Ce que nous avons appris à l'école, c'est de collecter l'information, de diversifier les sources, de traiter l'information, de la diffuser et surtout de faire un travail de débat, comme ce que nous sommes en train de faire ensemble maintenant. Notre travail, depuis que je suis là, c'est de faire ce travail sereinement, sans bousculer qui que ce soit, sans choquer qui que ce soit. Donc nous le faisons ce travail avec beaucoup de calme. Notre siège, nous sommes en train au niveau de la ville de Kinshasa d'organiser ces mises en place. Ce n'est pas facile parce que nous avons une structure qui n'a pas la culture de la cotisation, qui n'a pas la culture de mobilisation de moyens. Ce que nous avons proposé durant notre campagne, c'était que nous allons sensibiliser la presse, de s'identifier, de payer les cartes, mais également de participer aux actions de mobilisation. Je vous donne deux exemples. Lorsque Tivis Chouadi, qui est un bon journaliste et militant de GED, avec Moboyaï, qui est le patron de Phare et en même temps de l'OMEC, ils ont initié 3 jours à l'occasion de la journée mondiale de la presse, les 3 mai dernier. On n'a pas vu la grande mobilisation des professionnels venir pour d'abord s'enquérir des moyens didactiques. Comment gérer la campagne électorale? Nous sommes en période de campagne électorale. Comment essayer de passer cette période avec beaucoup de responsabilités? C'est justifié par quoi, justement? C'est le désintérêt pour tout ce qui est pédagogique. Le désintérêt pour tout ce qui est, on va dire, organisationnel. Les gens aiment une espèce de libertinage, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Peut-être ces structures aussi n'inspirent pas confiance. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que l'informel dans notre pays depuis les années 90, lorsque le maréchal Mobutu avait libéralisé l'espace médiatique, a fait que les gens ont pensé qu'il suffit de savoir écrire une phrase ou de dire quelque chose, vous devenez journaliste automatiquement. Et comme beaucoup étaient plus dans le militantisme, et forcément ça créait un déséquilibre. Conclusion, aujourd'hui, vous voyez que quand nous faisons un travail de formalisation, les gens sont réticents. Et il y a aussi un autre problème sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la solidarité.
moi, à chaque fois, quand un journaliste a des problèmes, lorsqu'il advient parfois des malheurs dans notre profession, où il y a quelqu'un qui est décédé ou qui est gravement malade, j'essaye de mobiliser les confrères pour lui porter secours. Mais il y a toujours faible participation. Bon, certains me disent que le pouvoir d'achat n'est pas très important, etc. Mais il faut ne serait-ce que venir. Il faudrait peut-être commencer par une sorte de caisse de péréquation, peut-être. C'est l'une de mes propositions. Ça veut dire, dans les 2000 francs, pardon, 20 000 francs annuels de cotisation, cette caisse va être mise en place. Moi, j'ai trouvé la caisse inexistante. Il n'y avait pas de caisse, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien pour l'équipe que moi j'ai remplacée. Ensuite, l'achat des cartes. Il y a 60% qui restent au niveau de la ville de Kinshasa, 40% qu'on rétrocède à l'UNPC national. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'aller dans des organes de presse pour sensibiliser les responsables, pour qu'ils payent ces cartes pour leurs journalistes. Je suis aussi en train de m'organiser pour voir si peut-être le gouvernement peut suppléer. Parce qu'ils ont aussi envie au niveau de l'État d'identifier les vrais professionnels avec lesquels ils doivent faire le travail. Donc s'il y a dans notre aide que nous sommes en train d'identifier une possibilité de prépayer les cartes des journalistes et puis identifier par organe de presse et leur confier ces cartes pour l'année en cours et l'année à venir, oui, c'est ce travail qui doit être fait. Peut-on qualifier cela d'une procédure d'amélioration du condition de journaliste? Absolument, absolument, parce qu'avant, tout et n'importe quoi pouvait se faire. Je vous ai dit que depuis qu'on avait libéralisé le système des médias dans notre pays, les gens sortaient des feuilles de chou, ce que moi j'appelle feuilles de chou, une caméscope, ça devient télévision, etc. Il faut arrêter avec tout ceci. Et regardez maintenant avec l'arrivée de médias sociaux, l'Internet, eh ben, les gens maintenant postent des vidéos sur Internet sans traitement, sans source, etc. Et ils se disent, même journalistes, il y a plein d'émissions sur Internet où effectivement vous ne savez plus faire la différence entre celui qui est le vrai et celui qui est le faux. Ça pose un problème d'éthique et un problème d'ontologie professionnelle. Faire la différence, Jean-Marie. Voilà, oui, certainement, quand on regarde Barbara Nzimbi, on sent que c'est une journaliste. Oh, merci. Voilà, donc ça... c'est ne serait-ce que les gens qui sont avisés qui peuvent faire ces différences. Mais M. Kidam, M. Tout le monde, lorsqu'il voit les images, lui, il se fie aux images. Hein. Lorsqu'en Europe, on assainit l'Internet, il y a un problème aujourd'hui entre Google et les pays européens, c'est pour la bonne gestion de l'Internet. Chez nous, lorsqu'il y a eu la manipulation de notre jeunesse au mois de janvier dernier, l'État était obligé de gérer l'Internet pendant un certain temps, c'est parce qu'on postait n'importe quoi. Gérer l'Internet d'une manière un peu brutale, il faudrait le dire, hein, selon nos sources, Jean-Marie Kazama. Aujourd'hui, pourriez-vous, je ne sais pas si c'est une demande que je suis en train de faire, ou est-ce que ce serait possible aujourd'hui que l'UNPC s'occupe aussi de mettre en place une structure contre la cybercriminalité dans le domaine presse? On y travaille déjà. Moi, je vous signale que j'ai eu des entretiens très poussés avec l'UNESCO, avec l'Interpol, avec un certain nombre de chancelleries, parce que je suis président de l'Union de la presse nationale, pour voir de quelle manière la cybercriminalité, nous sommes très exposés par rapport à cette situation de cybercriminalité. Quand on poste des vidéos sur Internet, on manipule la population, parfois on lance des rumeurs qui ne tiennent pas la route, ça y va de la sécurité de nos populations, ça y va aussi du professionnalisme. Parce que entre ce que Barbara Nzimbi va donner comme information et ce que un Kidam qui a envie de faire de buzz va lancer comme information, il n'y a pas coïncidence, si vous voulez, des similitudes. Mais justement, il n'y aura pas un problème de traçabilité par rapport à ça, c'est-à-dire l'Internet qui est très très vaste, avec nos conditions d'Internet ici en République démocratique. Mais le problème de traçabilité se pose déjà en Europe, si vous suivez la loi Guéant, qui est passée d'ailleurs à l'Assemblée nationale française, sur la gestion de l'Internet. Aujourd'hui, on identifie en Europe, aux États-Unis, Obama vient de re-signer encore Patriot Act que George Bush avait signé à l'époque pour tracer et collecter des informations. La NSA d'ailleurs a fait une pause pratiquement. Non, c'était pas une pause, c'était justement une diversion parce qu'il y avait débat au niveau du Sénat et du Congrès là-bas. Donc,
Aujourd'hui, tout le monde travaille sur la cybercriminalité parce que c'est un boulevard. On a demandé, notamment aux sociétés qui hébergent ces sites, qui tracent ces informations, de collaborer. Mais dans nos pays, nous ne sommes pas suffisamment équipés pour gérer ce genre de choses. C'est pour ça que vous voyez que parfois nos États coupent. C'est la seule façon de gérer. Or, en Europe, où ils sont le plus outillés possible, même TV5 a été piraté. RFI a été piraté. On a mis des images, effectivement, de ces djihadistes, etc. Donc, nous devons faire attention à la bonne gestion des images, surtout en cette période électorale dans notre pays. Les journalistes de notre pays doivent faire très attention. Notamment, je vois les choses qui viennent de la diaspora, où les gens, depuis leur chambre, je ne sais pas où, ils filment des choses, ils racontent des choses. Ils postent comme ils veulent. Ils postent comme ils veulent, ils ne mesurent même pas les conséquences de qu'est-ce que cela doit produire. Est-ce que vous savez que, moi en tant que journaliste, je m'informe énormément. Il y a beaucoup de divorces dans la diaspora congolaise. Il y a des suicides. Il y a un de nos compatriotes qui est parti se suicider sur un chemin de fer en Allemagne. Parce que, semble-t-il, son épouse a été retrouvée dans des conditions inconfortables sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens se règlent des comptes via Internet, via les vidéos. Donc, nous devons faire très attention. La nécessité, justement, de procéder... de maîtriser. Mais finalement, vous donnez l'impression de... Non, c'est-à-dire, vos dires, aujourd'hui, peuvent nous pousser à conclure que les journalisme peut être proche aussi des services de sécurité, même de renseignement. Un journaliste, c'est un collecteur d'informations, je m'excuse. Un journaliste doit avoir des sources d'informations. Vous allez à CNN, vous allez à France Télévisions, vous voyez tous les médias que vous voyez à travers le monde, ils travaillent avec quoi? Des structures qui existent. Un journaliste d'investigation... aussi des structures, des renseignements. Absolument. Un journaliste doit aussi avoir ces sources-là pour vérifier les informations. Quand on parle d'exclusivité, c'est parce que un responsable des services de renseignement vous a donné une information, vous avez contre-vérifié, etc. Donc, nous avons la faculté d'être en contact avec toutes les sources qui doivent valider les dires, qui doivent valider ce que nous traitons comme information. Quelqu'un qui n'est pas informé, qui n'a pas de sources fiables, il est dans la rumeur. Et c'est malheureusement dans nos pays d'Afrique ce qui est le cas. Donc, moi, ce que je veux sensibiliser les journalistes au niveau de notre pays, c'est qu'ils se rapprochent des vraies sources, des ambassades, de la police. Vous voyez toujours les dépêches, on dit selon la police, selon une source bien informée, selon... ça, on peut procéder au conditionnel. Oui, naturellement, ça c'est pour protéger les sources, parce que nous n'avons pas vocation à livrer nos sources. Mais si vous n'êtes pas en contact avec des responsables, des gens qui ont la vraie information, vous êtes dans la rue et vous n'êtes pas du tout crédible. Oui, les journalistes sont en contact avec les services, absolument. On peut pas procéder au conditionnel lorsqu'on n'a pas la maîtrise sur une information. Oui, mais les conditionnels, c'est une forme. C'est une forme de journalistique, de protection pour essayer de relativiser, pour ne pas affirmer tout court. On affirme lorsque c'est avéré, lorsque c'est devenu information blanche. Mais si c'est encore gris, parce que les services et les gens, on dit les sources bien renseignées, c'est dans les grilles, donc dans des choses que tout le monde ne connaît pas. Donc, un journaliste, dès qu'il est en contact avec ce type d'informations, il la met au conditionnel, et puis il donne rendez-vous à ceux qui les suivent, un développement futur. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours voir que même les journalistes qui voyagent avec l'armée, etc., ils mettent toujours au conditionnel. Jean-Marie Kassamba, je pense que c'est un dossier très vaste. On aura un jour le temps d'en parler. Oui. L'actualité oblige. Aujourd'hui, on parle dialogue, consultation, la participation des journalistes, pas en tant que des personnes venues pour récolter, aller traiter, diffuser l'information, mais participation du journaliste en tant que un témoin des actions ou des événements qui se déroulent au pays. Finalement, aujourd'hui, peut-on attendre à ce qu'aujourd'hui le chef de l'État puisse recevoir l'UNPC, l'OMEC, etc. Absolument, mais il l'avait déjà fait la fois passée lorsque il s'agissait des concertations nationales. Le chef de l'État avait reçu, comme il est en train de le faire, tout le monde, et il nous avait reçus, nous, en tant que responsables de médias, tous les patrons de presse étaient reçus à la Cité de l'Union africaine. Aujourd'hui,
c'est le cas. On est en cours de ces consultations avec les partis politiques, la société civile, etc. Notre tour, va arriver en début de semaine prochaine. On sera derrière sur la liste, comme toujours. Ben écoutez, nous, ce n'est pas une course, hein. Nous sommes des citoyens, nous sommes des observateurs, en même temps des acteurs. On ne peut pas nous ignorer lorsqu'il s'agit des affaires de l'État. Aujourd'hui, les chefs de l'État pourraient vous recevoir. Jean-Marie Kassamba, on a vu les personnes qui ont été déjà reçues. Je vais citer Nemwanda Semi qui a donné son point de vue, qui a été un peu fort, hein, c'est-à-dire Roubérois, etc. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, votre point de vue à vous, personnellement, sur ce dialogue. Écoutez, Barbara Nzimbi, moi je suis congolais. Je suis congolais et très soucieux de la paix. Très soucieux de la stabilité de mon pays, très soucieux du bien-être de la population. Donc, j'observe, comme dans beaucoup de pays, que l'Occident, notamment certains milieux d'influence des affairistes, ont voulu mettre le feu en Afrique, ont voulu perturber la croissance du continent africain. D'abord avec ce qu'on a appelé le printemps maghrébin, qui n'en était pas du tout. Parce qu'on a bien remarqué que aujourd'hui l'Égypte, qui était un pays le plus fréquenté, avec notamment sur le plan touristique un développement extraordinaire, eh bien, l'Égypte est par terre. La Tunisie, qui était l'une des nations la plus formée. Moi, je suis allé à Tunis et à Mamet à plusieurs reprises. Il n'y avait aucune différence. S'il vous plaît, on va parler de l'Égypte aujourd'hui. Comment comprendre, même jusqu'aujourd'hui, il y a le problème d'Hosni Moubarak qui a été élu. Et aujourd'hui, juste parce que la communauté internationale avait décidé, avec plusieurs personnes qui ont été entre guillemets, manipulés par cette même communauté internationale, qui ont manifesté sur la place Tahrir, et faire partir quelqu'un qui a été élu, Jean-Marie Kassamba, c'est absurde. D'abord, si vous expliquez que voilà la mascarade dont il est question. Hosni Moubarak, c'était l'homme de l'Occident. Avec Ben Ali, mais parlons-en d'Hosni Moubarak. Lorsqu'on tue Sadat, s'il était là, on l'a mis pour protéger les intérêts d'Israël. Il était l'allié des États-Unis, Hosni Moubarak. Pendant des années, il n'a servi que d'intermédiaire pour gérer un peu la sécurité dans cette partie du Moyen-Orient. À un moment donné, on a dit non, il faut donner un signal fort au continent africain pour changer de régime. Et on a lâché l'allié de l'Occident. Donc, Hosni Moubarak a été mis sur la touche, on l'a traité de tout ce qu'on veut, etc. On dit voilà, on va maintenant procéder par les élections. Eh bien, Morsi arrive, frères musulmans. Rappelons quand même que c'est les frères musulmans qui avaient tué à l'époque Sadat. Donc, Morsi arrive, il est élu le plus officiellement possible, pas la majorité des Égyptiens. En moins d'un an, parce que ce monsieur a montré des accointances avec les Palestiniens, et il a dit non, il y a de l'injustice dans cette partie du monde, etc. Oui, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement qu'il devenait ingérable. Les frères musulmans radicalisaient la position, parce que ce sont des musulmans d'abord, et que l'islam radical, ce qui se passe à Gaza notamment, il est parti à Gaza pour condamner, etc. Donc les mandats aujourd'hui n'expliquent plus rien. On a trouvé qu'il était ingérable, donc on l'a enlevé, on a créé Prastarir, on a amené la part, etc. Et je vais terminer mon raisonnement. Ce monsieur, contre toute normalité, comme ça a été le cas des FIS, FIS, c'est Fonds islamique du salut, qui avait gagné les élections en Algérie, dans les années 90 déjà, Mitterrand avait fait annuler des élections, ça a causé 10 ans de terrorisme en Algérie. Et maintenant, on le met de côté, il a même été condamné à mort. On le remplace par les militaires. Qu'est-ce qu'il y a de démocratie avec les militaires? Aujourd'hui, les militaires qui est là, qu'il appelle maréchal Sissi, on vient de lui vendre des armes, on lui vend des MiG, enfin des Rafales, etc. Il était en Allemagne la semaine dernière, il a été plus que hué par les Allemands parce qu'effectivement c'est la dictature. Personne ne condamne. Durant toute cette période de Sissi, il y a plus d'arrestations, plus de condamnations à mort, plus d'exécutions que durant tous les mandats de Moubarak réunis. Je vais continuer. L'Algérie, enfin, c'est un peu mieux. On a laissé élire un président quasiment sur la chaise roulante, parce que les Algériens se sont organisés militairement pour que ça ne se passe pas, ça ne s'est pas passé. Mais la Libye, la Tunisie,
on a tué un président en exercice. Il faut écouter le premier ministre italien, Berlusconi, qui dit Sarkozy nous a poussé à aller, nous a dit c'est pour protéger les gens en Benghazi, mais finalement on a tué Kadhafi pour ouvrir la boîte à Pandore. Et aujourd'hui, l'Afrique est remplie des armes, des terroristes, quasiment partout, en provenance de la Jean-Marie, Libye. personnellement, vous avez peur justement de connaître cela en Mais RDC, oui, mais il y a de quoi, et c'est pour ça que j'attire l'attention de mes compatriotes sur les risques. Allez-y. Les djihadistes sont à nos portes, les shebabs c'est à côté. Ce qui se passe au Kenya, c'est pas de la philosophie. Ce qui se passe à Beni, c'est pas de la philosophie. Donc, si nous ne stabilisons pas notre pays, nous allons connaître la même chose. En République centrafricaine, ce sont la Séléka, ce sont les musulmans djihadistes venus du Soudan qui ont fait ça. La stabilité, c'est aussi le respect de la Constitution. Je vais finir ma allez-y. réflexion, Barbara Nzimbi. La Constitution, c'est nous, Congolais, qui l'avons écrite, qui nous l'avons adoptée par référendum ici. C'est une constitution qui a été faite durant la période où on était en guerre avec les belligérants, etc. Mais le Congo a évolué aujourd'hui. Il n'y avait pas IDPS à l'époque. IDPS est aujourd'hui l'une des formations politiques la plus importante. Nemondansemi, quand il dit délai constitutionnel, glissement, etc., ce sont des mots. Ça veut dire que... véhicules, les noms des chauffeurs, il oui, faudrait que Kabila reste. Et il a raison parce que on avait dit à l'époque que le problème d'Isaïr, c'est le maréchal Mobutu. Vous vous rappelez? Ngoz Garlibond avait écrit le mal zaïrois. Durant tout son combat, Etienne Tshisekedi avait dit Mobutu c'est le problème du Congo. Donc d'Isaïr de l'époque, si Mobutu part, nous allons voir le développement. Mobutu est parti depuis 1997. On a fait 7 ans de transition avec double institution. Et Mouzé arrive, à peine il commence à reconstruire le pays, on le tue. Son fils a hérité de la guerre, etc. Maintenant que nous avons stabilisé notre pays, nous avons des institutions. On peut prendre un temps. On a appelé ça transition, appeler ça glissement. Mais justement, au regard de ce fléau qui frappe l'Afrique aujourd'hui, du soulèvement populaire, aujourd'hui, vous êtes quand même l'un des proches de Joseph Kabila. Ne pouvez pas lui demander de partir en 2016 en respectant la Constitution pour justement laisser cette stabilité-là, cet héritage-là de la stabilité des institutions. Je vais vous la répondre, République. Barbara Nzimbi. Joseph Kabila, c'est un président très respectueux de la Constitution. Il est le garant de la Constitution. La Constitution, elle est faite par les Congolais, pour le Congo. Vous venez de Il le faut dire. écouter les Congolais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Si les Congolais disent, la diaspora ne vote pas, la diaspora a des aspirations. Il y a beaucoup de membres de la diaspora qui sont revenus ici avec double nationalité, Barbara Nzimbi. Certains sont des étrangers avec, bien évidemment, les pièces d'identité étrangères. Ils sont candidats député provincial. Il suffit que Barbara Nzimbi se réveille un matin et dit non mais le monsieur ici, diaspora ou pas, mais il n'est pas congolais parce que la constitution dit pour être député il faut être congolais. Ils ne le seront pas. C'est un débat dépassé, parce C'est qu'il y pas en a dépassé. beaucoup, Mais il y en justement, a beaucoup qui comblent le Parlement. c'est ce que j'ai dit, mais ils sont même dans le gouvernement. Ils sont dans leur heure. Ils sont dans leur heure. Ils sont hors la loi. Qu'est-ce que la justice fait? Maintenant, Rien du tout. attendez, maintenant, si la population dit, c'est pour ça que Joseph Kabila consulte, nous devons adapter notre constitution aux réalités. Eh bien, nous allons l'appliquer. Très bien. C'est tout à fait, c'est une évidence. La constitution française a été changée combien de fois? On appelle aux États-Unis les amendements. Combien de fois? Donc, il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut écouter. Moi, mon ancien, mais ce n'est pas l'ami personnel. Il ne faudrait pas Kabila. que les textes, les textes vous bloquent, c'est ce que vous voulez nous dire. Il ne faudrait pas que les textes bloquent. Il ne faut pas que le texte... Il faut éviter le fétichisme autour des textes. Il ne faut pas... être cartésien autour des Oui, textes. il ne faut pas penser que, oui, la Constitution, c'est immuable. Ça... Non, c'est un texte fait par les Congolais. Lorsqu'il y a des coups d'État, est-ce qu'on tient compte des constitutions? Non. Ce qui s'est passé en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, il y avait bien une constitution là-bas. Même ceux qui ont demandé le départ de Blaise Compaoré, ils n'appliquent pas la constitution, qu'ils ont dit il ne faut pas toucher à la constitution. C'est une autre constitution qui est en train d'être aujourd'hui mise en place avec de nouvelles institutions, etc. Donc il faut éviter des discours fanatiques.
des discours un peu biaisés. Jean-Marie, on va revenir à la question fondamentale. Aujourd'hui, n'avez-vous pas peur justement de connaître le Burkina Faso, ce qui se passe actuellement au Burundi, même si ça s'est calmé un tout petit peu, c'est qui est arrivé le 19, 20, 21. Non, Barbara Zimbi. Ça ne va pas arriver Vous mélangez tout. Le Congo, on vient de l'éprouver d'ailleurs que nous sommes une nation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons la population est sereine. Pourquoi? Parce qu'elle connaît d'où on vient. Nous sommes un pays meurtri par des guerres. Il ne faut pas faire l'apologie de la guerre, l'apologie de la destruction, l'apologie du pillage. La population n'en veut pas de ça. C'est pour ça que certains opposants ou certains hommes politiques, y compris même de la majorité, qui pensent au pillage, ils sont maudits par la population. Les gens ne se rendent pas compte de l'aversion de la population par rapport à ça. Ils disent, mais nous, on a déjà des problèmes comme ça, vous voulez nous empirer encore davantage. Si vous voulez aller avoir des postes, allez discuter, allez faire des débats. Pourquoi seulement nous? Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Ce n'est pas une affaire de Joseph Kabila. Allez discuter, allez faire des débats. J'ai eu une conversation avec Félix Tshisekedi qui était en train de partir, d'aller justement faire rapport par rapport à tout ce qui s'est passé, même avec le ministère du Président. Qui est dans le bon d'ailleurs. À son père, monsieur Étienne Tshisekedi. Oui. Alors l'UDPS aujourd'hui s'attend à ce que les consultations ou le dialogue puissent être sanctionnés par des accords et non par des nominations. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que vous comprenez par là? Eh bien, c'est une très bonne chose que ça s'est conclu par les accords. Les accords, on en a toujours eu dans notre pays. Rappelez-vous... Joseph Kabila va donner sa part des souverainetés. Attendez, mais Joseph Kabila, c'est un Congolais plus ouvert que beaucoup d'ailleurs, depuis 2001 qu'il est là. Il ne fait que des concessions pour le bien du Congo. Moi, je ne connais pas un seul président africain qui a partagé son impérium, si je peux utiliser les termes, avec les gens qui font de la guerre, qui ont tué leurs compatriotes. Non. Il l'a fait en 2001, lorsqu'il est arrivé, alors que le dialogue était bloqué. Rappelez-vous les accords de Lusaka. On a même proposé à Jean-Pierre Mbemba d'être Premier ministre, les accords de Cataract, je pense. Hein. Et ensuite, il y a eu 1+4. Et puis, il a même travaillé au premier gouvernement Gizenga avec Joseph Nzanga Mobutu. Et aujourd'hui, il travaille avec beaucoup de gens même qui ont fait la guerre à ces pays. Non, il a toujours cette ouverture, Joseph Kabila. Il le fera encore davantage si c'est pour le bien du Congo. Donc quand Félix Tshisekedi dit il faut qu'il y ait des accords, si, il va y en avoir des accords. Pourquoi? Eh bien, harmoniser nos textes. Organiser les élections dans les bonnes conditions. S'il faut refondre la CENI, il faut refondre la CENI. Il faut refondre la Constitution. Il faudrait refondre la Constitution. Il faut refondre la Constitution de sorte qu'elle soit adaptée aux réalités de notre pays, de nos populations. Aujourd'hui, on parle des 30% qui concernent les femmes. Ce n'est pas constitutionnel. On parle de la décentralisation qui risque de poser des problèmes avec les nouvelles provinces, etc. Il faut en parler. Donc, quand vous voyez le prince de l'église, y compris Laurent Mosengo, les cardinals, constructifs, cette fois-ci, les monacémis, le catholique, les protestants... Pensez-vous que Kabila pourrait-il compter sur Laurent Mosengo? Est-ce que Laurent Mosengo, malgré l'acceptation de l'invitation de Kabila, est-ce qu'aujourd'hui il inspire confiance à Kabila? C'est pas une question de confiance, c'est une question de qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision pour le bien de la population. Il a joué un rôle pendant la conférence nationale souveraine, il est aujourd'hui cardinal de notre pays, il a été soutenu par notre pays pour qu'il soit cardinal, il fait un bon travail au niveau de la gestion des âmes, au niveau de l'église catholique, etc. Mais il y a aussi les églises de réveil, il y a les salutistes, il y a un certain de les kimbanguistes aussi, et même les musulmans. On a une bonne partie des musulmans. Donc, ça fait partie de... Laurent Mosengo pourrait-il jouer, je vais reformuler ma question, pourrait-il jouer le même rôle qu'il a joué à la CNS? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Il faudra que l'ensemble de confessions religieuses, l'ensemble des sociétés civiles tombent d'accord sur qui peut être un peu, je dirais, la personne qui arbitre, enfin, qui essaie de faire le modérateur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les hommes de l'église, ils ont déjà toujours fait ça. Mosengo l'a fait, Kalonji Mutamba il l'avait fait, dernièrement Ngoï Mulunda a géré la CENI, Malou Malo, etc. C'est dans nos habitudes.
Ça ne serait pas exceptionnel si Mosengo joue encore contre l'attente de l'UDPS aujourd'hui qui sollicite, qui persiste même la facilitation d'un médiateur international. Peut-être que Martin Kobler... C'est un vœu, mais je ne pense pas que les Congolais, de là où nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin qu'on vienne nous manager par les Nations Unies qui ont d'ailleurs montré leurs limites dans la gestion des crises à travers le pays. Kabila a besoin de Regardez dans ce dialogue, il sera peut-être dans l'obligation de faire ce que l'UDPS demande. Non, je pense que tout le monde a besoin du Congo, et tout le monde a besoin de tout le monde. Le président de la République, il est garant de la Constitution, il doit écouter tout le monde, y compris l'UDPS. C'est lui qui a besoin de glisser aujourd'hui. C'est lui qui a besoin de glisser, Jean-Marie. Non, il n'a pas besoin de glisser parce qu'il est en fonction. Donc, il gère le Congo. 2016, ça arrive à grands pas. Maintenant que les Congolais parlent avant qu'il y ait ces élections, on va baliser notamment les échéances à venir parce que les délais sont incompressibles aujourd'hui. Avec Rouberoy a raison de dire on peut aller même au-delà, mais si on veut faire les choses bien, qu'on les fasse bien. Rouberoy, franchement, qu'est-ce que lui représente aujourd'hui en République démocratique? C'est un Congolais qui s'exprime. C'est un Congolais, c'est un point de vue. C'est pas catholique. C'est un point de vue qu'on doit respecter. C'est un point de vue. Barbara Nzimbi peut dire une chose, ça sera écouté. C'est un point de vue. Moi, je suis en train de parler. C'est un point de vue. Les Congolais doivent être libres de s'exprimer. Et maintenant, on tire les substrats de ce qu'ils disent pour essayer d'avancer. C'est pour ça que je suis contre les gens et qui disent une chose le matin et le contraire le soir. Et qui conditionnent la participation à un débat à des postes, à de l'argent. Et on le sait, et ils le disent. Et après, ils nient. Non, c'est pas non, évident. Hier, le dialogue n'avait pas encore dit son nom. Aujourd'hui, on sent qu'on va vers le glissement. Jean-Marie Kassamba, c'est clair. Les choses commencent à se définir. C'est pas un mot tabou. Si vous voulez parler de la transition, nous avons eu 7 ans de transition de la conférence nationale souveraine jusqu'à l'avènement des musées. Le Congo n'est pas tombé. On a eu 4 ans de transition lorsque on a terminé les accords de Sun City pour aboutir aux élections de 2006. Le Congo n'est pas tombé. Donc, maintenant, nous avons des institutions stables. Si on se donne un temps d'harmoniser nos textes, d'organiser les choses en bonne et due forme, le Congo ne tombera pas non plus. Finalement, on peut conclure que Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle, le savait déjà depuis longtemps, parce que dans plusieurs réunions de la majorité, lorsqu'il fallait parler dauphin, Joseph Kabila a toujours dit qu'il n'y avait pas de dauphin, et aujourd'hui on parle transition, il a toujours su qu'il allait rester même au-delà de 2016, et que ce n'est pas les contraintes se trouvant dans le calendrier électoral qui ont fait à ce qu'ils puissent penser à cela aujourd'hui. Je dois vous faire une confidence. Joseph Kabila, ce n'est pas un homme de pouvoir. Ce n'est pas un homme qui s'accroche au poste de président de la République pour le plaisir de le faire. C'est quelqu'un qui est soucieux de la stabilité et de l'unité de notre pays. Les gens parlent comme ça, comme si ce Congo n'attire pas les gens. On est convoité matin, midi, mais il soir. doit prouver cela en respectant la Constitution. Attendez, je vous donne des références claires. Oui. Nous avons 9 voisins qui ont de vues que sur le Congo. Il faut un chef de l'État qui, au niveau de la défense de la nation, notamment des forces armées, ait une maîtrise de tout cela. Nous avons encore des provinces qui sont instables. Les Nord Kivu, un peu au Katanga, c'est un peu calme maintenant à l'Équateur, un peu partout. S'il y a quelqu'un qui a une certaine maîtrise de tout ceci, il s'appelle Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il fait participer ses compatriotes. Donc, le délai constitutionnel, tout ça, vous le dites, c'est parce que il y a des institutions. Allez en Libye aujourd'hui si vous allez parler de délai constitutionnel. Il n'y en a pas. En Centrafrique, la pauvre Catherine Samba Panza, elle est tout le temps en train de voir Hollande pour lui donner un peu de subsides pour organiser, ne serait-ce que la démobilisation des militaires. Au Sud-Soudan, la petite partie du Soudan qu'on a détachée pour son pétrole. Aujourd'hui, on vient de chasser les représentants des Nations Unies là-bas par le président. C'est pour dire quoi? Ayons la fierté d'avoir un Congo où le cycle électoral est régulier. Un Congo où il y a la liberté d'expression, des partis politiques, la paix d'aller et revenir. Donc, donnez-nous le temps de faire des choses proprement. La régularité du cycle électoral ne suffit pas, mais la bonne organisation de ce cycle, c'est ça le plus important. La bonne organisation des élections, incontestable,
Parce qu'on avait dénoncé en 2011, oui, élection mal organisée, etc. Alors maintenant, prenons le temps de le faire bien, avec la participation de tout le monde. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se précipiter parce qu'il y a le délai constitutionnel. Ngoï Mouloud l'avait fait, on avait dit au 28 novembre, si on ne fait pas les élections, alors il s'est précipité, il les a fait. Et le lendemain, tout le monde a contesté. Donc. Vous venez de parler du représentant des Nations Unies qui a été chassé. Oui, et ici, vous savez très bien ce qui est arrivé en Centrafrique. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'ONU, Jean-Marie Kassamba? Mais l'ONU, on est aussi membre de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe aux Nations Unies finalement? Les Nations Unies, ce sont des pays... l'ensemble des pays du monde se sont organisés en 1945. Plusieurs pays n'en veulent plus, pratiquement. C'est parce que parfois les objectifs avérés, c'est pas ce qui s'est fait sur le terrain. Je vous donne quelques exemples. En Angola, pendant plus de 20 ans, il y a eu l'ONU là-bas. Il y avait la guerre entre l'MPLA et l'UNITA. L'ONU n'a pas résolu le problème de l'Angola. Il suffit que Dos Santos fasse alliance, notamment avec les Américains, pour la gestion du pétrole. Et on a tué Savimbi. Et Dos Santos était obligé de chasser le représentant de l'ONU. En 1994 au Rwanda. Absolument. En 1994 au Rwanda, les Nations Unies étaient là. Lorsque les génocides a commencé. Ils ont plié bagage, ils sont partis. On n'a pas empêché les génocides d'avoir lieu. En ce moment... Au Liban, il y a l'interposition entre les Arabes et l'Israël par l'ONU, et l'ONU a constaté tout ce qu'il y a eu comme dégâts, et au Liban, au sud du Liban, et même à Gaza. Il n'y a pas eu de résultats escomptés. L'ONU est partie de la Syrie. Je vous rappelle, il y a à peine quelques années. Ils sont partis, ils ont laissé la Syrie en guerre. Aujourd'hui, on parle d'une Syrie émiettée. Il y a des réfugiés syriens partout dans le monde. Les Syriens ne partent même pas. Aujourd'hui, ils sont des réfugiés. Ils meurent même en mer Méditerranée. L'ONU est aussi là-bas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement? Mais il faut être conscient que nous faisons partie de l'ONU. Mais l'ONU, ce sont les intérêts. Ce sont les multinationales. Ce sont les membres permanents des Nations Unies qui prennent souvent des décisions pour les défenses des intérêts de l'un ou de l'autre. Il faudrait tracer la ligne de la souveraineté. C'est pour cela que Joseph Kabila, président de la République, il dit, oui, l'ONU, nous voulons travailler ensemble. Mais attention, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même un pays souverain, indépendant. Nous avons une population à protéger, nous avons une économie, etc. Vous ne pouvez pas venir ici 20 000 hommes, vous restez plus de 15 ans, vous ne faites rien. Ils sont en train de partir maintenant. Il y a une bonne partie qui s'est installée maintenant à l'Est. À l'Ouest, tout le monde est parti. Regardez les conditions dans lesquelles nos compatriotes qui travaillent pour l'ONU, ils sont traités ici. Les gens qui ont travaillé pendant plus de 10 ans, on leur dit, là, il n'y a plus de boulot, rentrez chez vous. Moi, je suis président de l'UNPC, et les journalistes de Radio Okapi, souvent, je regarde la manière dont ils se plaignent, certains viennent me voir. Donc, il ne faut pas mystifier cette affaire. On va fermer cette parenthèse pour continuer à parler de dialogue. Laurent Mosengo, aujourd'hui, quand même, qui son image, c'est-à-dire sa participation, a prouvé une image quand même des cohésions nationales. C'est-à-dire que ce dialogue commence bien. On espère seulement bien atterrir aussi. Laurent Mosengo, aujourd'hui, que pouvons-nous attendre de lui? Est-ce qu'il pourrait aujourd'hui aller consoler ou aller convaincre ceux-là qui hésitent encore? Parce qu'il est beaucoup écouté. Je cite même par Kamere qui est un opposant non négligeable ici en RDC, par le MLC, même aller convaincre les autres à pouvoir venir, les Délices et Sanga et les autres. Moi, je pense que Laurent Mosengo, les compatriotes, cardinal, prince de l'église, etc., c'est quelqu'un qui est écouté, mais c'est quelqu'un aussi qui fait partie du débat. Donc, il montre maintenant qu'il faut se préoccuper de la population. Parce que être dans une situation de bellicisme continuel, ça ne rend pas service à la population. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas du dialogue, ils font erreur. La population, elle est fatiguée. Les gens se posent parfois la question, mais pourquoi ils ne veulent pas aller là-bas? C'est un peu ceux qui ont demandé. Moi, je suis enseignant, je parle avec mes étudiants. Ils disent, mais c'est contradictoire. Vous avez dit les élections de 2011 c'était mal organisé. Il faut
qu'on puisse remanier la CENI. Ils ont remanié la CENI. Il y a même vos membres qui sont là-bas. Calendrier global. Vous avez voulu le calendrier global. On vous a donné le calendrier global. Consensuel. Allez-y, discutez, ensuite, vous n'en voulez plus. Vous avez dit, on veut le vrai dialogue, vous ne voulez pas aller aux concertations nationales. Monsengo lui-même l'a dit. Mais non, on vous dit, le dialogue est là, pourquoi vous ne voulez pas y aller? Donc, les gens, il faut qu'ils fassent attention, ils sont en train de se couper de la base. C'est pour ça que quelqu'un comme Nemona Sembi, qui est très écouté dans le Bas-Congo, les chefs coutumiers, tous ces religieux qui drainent le masse, parce que les politiciens, ils s'adoucent, ils s'accoudent sur les masses. Ils profitent d'une manière frauduleuse, là, on parle au nom du peuple, etc. Mais aller dans leurs partis politiques, s'il y a autant de peuple, s'ils ne payent pas les t-shirts et les bières, mais les églises, les gens y vont naturellement. Les gens de l'église disent, on veut le dialogue. Donc, si moi j'étais à la place des politiciens, ben, je vais y aller. Parce que je vais être en déphasage avec la population. Mais Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, la peur, on est qu'aujourd'hui, on puisse finir comme on a fini dans le concertation nationale. Kamere n'est pas là, Tshisekedi n'est pas là. On parle du cycle électoral. La personne qui a composé la loi électorale pour aller proposer à l'Assemblée nationale, je cite les députés d'Élysée Sanga, aujourd'hui, il a fait une déclaration sur la RFI qui ne seront pas présents. Finalement, aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de tomber dans pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi avoir peur? Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur. Admettons, par exemple, si on va aux élections et que les gens qui disent qu'ils sont populaires et qui ne sont pas élus, ce seront le même qui vont dire les élections sont mal organisées. Il y a eu tricherie. Si vous ne voulez pas venir, vous savez bien que nous n'avons pas suffisamment d'argent. Vous savez que les délais, nous avons un pays vaste. Vous savez que nous ne pouvons pas avoir une traçabilité dans les conditions actuelles claires. On vous dit, venez parler, vous dites, on ne veut pas y aller. On dit, ok, on va aux élections. Dans ces conditions-là, comme Ngoï Moulounde l'avait fait. Rappelez-vous. Vous avez décrit l'autre fois. Le peuple va vous désavouer. Il va dire, mais pendant tout ce temps... Joseph Kabila vous a demandé, venez, on en parle, on organise très bien. Vous avez dit non. Comme dit Kamere, on y va. Nous sommes allés et acceptez les résultats qui sont là. Acceptez les élections et ne nous embêtez pas parce que vous ne savez pas finalement ce que vous voulez. Donc, il faut que les gens soient prudents. Jean-Marie Kassamba, vous venez de soulever quelque chose de très très important. On peut considérer ça comme une sorte de conscientisation, ou c'est des menaces, ou c'est du chantage carrément. Non, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce que dit la population. Je vous signale que je suis journaliste, je vous signale que je suis enseignant, je vous signale que moi je parle avec la population. La population dit quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Ce que nous veut, c'est que notre pays avance. Il y a des gens qui ont leur travail aujourd'hui, qui font leurs petits commerces, qui envoient leurs enfants à l'école, etc., qui ne veulent pas que ça soit perturbé. Il y a plus de 10 000 Burundais qui sont à l'étranger. Un petit pays comme ça. Pendant ce temps-là, leurs enfants ne vont pas à l'école. À l'Est, on a commencé à peine, le premier forum économique qui vient de se tenir à Goma. Pendant presque 20 ans, les enfants ne sont pas allés à l'école. Et quand la situation commence à se stabiliser comme ça, vous voulez que les gens reviennent en arrière? Non. La protection de cette stabilité. Oui, la population dit, nous avons de commencer à stabiliser notre pays. Même la diaspora qui revient pour se présenter aux élections et tout ça. Ils viennent parce qu'ils voient qu'il y a la crise en Europe, en Afrique du Sud, on nous tue là-bas. On ne peut pas y rester, donc on doit revenir chez nous. Mais vous, les politiciens, au lieu de fonctionner d'une manière, on va dire, progressive avec la population, vous voulez reculer. C'est pour ça que Monsengo vous dit, on ne perd pas en dialoguant. C'est pour ça que les catholiques, les musulmans, les protestants, les chefs coutumiers, mais c'est ça, le Congo. Mais Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, justement, comment comprendre, ou qu'est-ce que Kabila compte faire pour ceux-là qui pensent que, c'est-à-dire cette grande partie de l'opposition qui pense que l'émissaire n'a pas été bien choisi. Non, attendez, là vous mélangez tout. Le chef de l'État, lui, il est garant. Le cardinal, un fonctionnaire de l'État, un agent de service des renseignements ne peut jamais mener une démarche politique selon certaines... Je vous signale, pour ceux qui ont la mémoire courte, que aux États-Unis d'Amérique, la plupart des grandes décisions, ce qu'on appelle les négociations qui sont organisées, que ce soit pour la paix au Moyen-Orient, entre la Russie et les États-Unis, etc., ce sont les services des renseignements qui travaillent d'une manière officielle. Oui,
Et après, on formalise ça avec les déclarations officielles avec les ministres, etc. Eh bien, dans les cas d'espèce, s'il y a un émissaire qui prend les contacts, etc., d'une manière informelle avec les uns et les autres, ça facilite la tâche, c'est son boulot. Le problème, c'est l'émissaire ou les contenus, c'est ça le problème? Non, l'essentiel de sa démarche, c'est de contacter les gens, leur dire, voilà, il y a une possibilité de parler, etc. Mais ils n'ont pas été reçus officiellement par lui. C'est les chefs de l'État qui les a reçus. Ils ont fait des déclarations. Quand il va y avoir maintenant l'étape de dialogue, c'est eux-mêmes qui vont parler entre eux. L'émissaire, il a casquette d'émissaire. Il ne prend pas de décision. Mais Jean-Marie, vous venez de faire un travail de conscientisation. Je ne sais pas si vous-même, vous le savez aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que le président de la République doit faire pour convaincre ses amis? Non, le président de la République, il écoute. Vous avez vu que la plupart de ceux qui sont venus, chacun avait un dossier. Il lui donnait ce qu'il pense chaque portion. On appelle ça force vive de la nation. Maintenant, lui, il va faire la synthèse. J'ai encore cité le cardinal Monseigneur. Il dit, à la fin, le président va rassembler tous ces gens pour leur dire, voilà, j'ai écouté, j'ai compris, voici le chemin, les schémas que je vous propose pour qu'on puisse parler ensemble. C'est encore à ceux qui aiment le pays, ceux qui aiment le peuple, de venir autour de cette table, pas avec des choses coincées, etc. Leur dire, voilà, discuter autour de ceci, calendrier électoral, notre constitution, tel. Et chacun s'exprime librement. Et in fine, c'est les Congolais eux-mêmes qui vont dire, après discussion, au cours du dialogue, etc., voici ce que nous avons décidé ensemble. Si ceux qui sont à l'extérieur restent à l'extérieur, ils ne viennent pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, contrairement à vous, moi je ne suis pas du tout pessimiste. C'est une façon de monter un peu les enchères. Les indiscrétions que moi j'ai, c'est que certains posent plutôt des conditions qui n'ont rien à voir avec les idées. Ce qui se résumerait à des postes, à des moyens plus logistiques. Mais quand Kabila voudrait glisser, il faudrait aussi proposer aux amis aussi quelque chose de consistant. Jean-Marie Kassamba. C'est ça la culture, oui. C'est la culture, mais il faut travailler ensemble pour le bien de la République. Mais il a toujours fait ça, travailler ensemble. Il n'a fait que ça. Il dit, je suis ouvert à tous ceux qui sont passionné par le Congo. Il avait dit pendant son discours des prestations d'investiture. Voilà. Mais justement, les intérêts de la République ne doivent pas être bafoués, il faudrait le dire. Absolument parce pas. Que plusieurs acteurs politiques ciblent même la primature. On voit le Premier ministre aujourd'hui qui presque sauve la majorité avec sa bonne politique économique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie est stable en République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas Kabila puisse sacrifier cela. Je vous l'avais dit ici la fois passée, Barbara Nzevi, rappelez-vous, avant les concertations nationales, certains pensaient que, en venant au gouvernement de cohésion nationale, c'était une façon d'aller à la mangeoire pour piquer le peu des sous que nous avons pour aller faire la politique, etc. Ce n'est pas le cas. Nous avons la chance d'avoir un très bon Premier ministre qui fait un travail qui honore notre pays. Il faut continuer à travailler pour le peuple. Donc, même si à l'issue du dialogue, il y a des possibilités de travailler ensemble, il faut qu'on puisse travailler pour le bien de la population. Des intérêts, il ne faudrait pas qu'il y ait rupture. C'est ce que je vous dis. Et il ne faudrait pas que Kabila sacrifie Matata quand même. Absolument pas. Il y aura favoriser Félix Tshisekedi aujourd'hui qui est cité. Donc vous avancez des thèses qui ne se vérifient pas. Je dis tout simplement que votre point de vue. Le travail qui doit être fait. Je ne pense pas même pas que Félix Tshisekedi, si jamais il arrivait à avoir un poste ministériel, il travaillerait contre le peuple. Ça serait contradictoire. Il est évident que les schémas, vous voyez, je parle de que nous avons adopté, oui, que nous avons adopté aujourd'hui, et c'est dans le bon sens. Politiquement parlant, on peut faire des concessions, toujours dans la défense des intérêts de la nation. C'est ce que Joseph Kabila a toujours comme témoin dans sa façon de faire. Rappelez-vous que la croissance, nous avons commencé la montée de la courbe depuis 2003. Ceux qui sont venus pendant la transition, on appelait certains Apesatalaté, tout ça, qui font du bruit aujourd'hui, eh bien, ils ont été mis dehors par la population elle-même. Donc, nous allons faire naturellement des ouvertures, travailler avec les uns et les autres, mais la population veille.
quelqu'un comme Luzo Lubambi qui veille aujourd'hui à la bonne gouvernance, je ne pense pas qu'il va plier bagage, même s'il y a le dialogue national. On va conclure une toute dernière question, Jean-Marie Kassamba, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes au courant bien naturellement de ce qui s'est passé à Goma. On pourrait aujourd'hui donner raison au gouverneur du Nord Kivu, finalement, qui a demandé à ce que le Premier ministre, au lieu de continuer à faire des troïkas stratégiques, qu'on puisse désormais faire des troïkas sécuritaires, puisque aujourd'hui la sécurité n'est pas très stable en réalité. Non, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut dans notre pays quelqu'un qui a la maîtrise des aspects sécuritaires. C'est pour cela que ceux qui pensent que le boulot est terminé, il n'est pas du tout terminé. Ceux qui nous attaquent à l'Est, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont les Rwandais, les Ougandais, les multinationales qui veulent qu'il y ait de l'instabilité pour piquer nos richesses là-bas. Donc, si aujourd'hui il y a déliquescence de l'État central, il y a une espèce de foire où on ne contrôle plus ces portions de terres riches, eh bien nous allons perdre notre pays. Ceux qui parlent de balkanisation, ça va se concrétiser. Et Joseph Kabila n'est pas dans la dynamique de laisser. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est toujours la même partie qui est ciblée. Oui, malheureusement, parce que les événements se répètent, mais est-ce qu'il y a consolidation de la sécurité, c'est-à-dire là-bas, dans ce coin du pays, finalement? Vous savez que si ce n'était pas le cas, Barbara Nzimbi, il y a longtemps, qu'on aurait déjà perdu l'Est du pays. Aujourd'hui, les petits voyous là qui sont arrivés à l'aéroport de Goma, ça a duré pendant 45 minutes. On les a tous ramassés le lendemain. Et c'est comme ça que ça va être là-bas. Donc les gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler... Mais on a perdu quand même quelques de nos compatriotes. Ben, c'est ça le sacrifice. Ce sont nos hommes qui sont sous les drapeaux qui payent les lourds tributs de ça. Est-ce que des gens se posent la question pendant tout ce temps qui gesticulent politiquement, ce que pense notre armée, qui se sacrifie matin, midi, soir? Et les commandants suprêmes qui travaillent avec eux matin, midi, soir, ils se posent pas cette question. Les commandants suprêmes qui devaient aussi améliorer le salaire des militaires, quelque chose de très important. En tout cas, les militaires se plaignent. Quelques militaires que moi j'ai rencontrés. L'identification de nos forces armées, de sécurité, c'est toujours en cours. Le budget que nous avons, il n'est pas si extraordinaire que ça. Nous avons beaucoup de priorités. Mais il y a un mieux. Il y a la bancarisation aujourd'hui. Nos militaires sont équipés, ils ont des ratios, etc. On fait les mises en place pour enlever les commandants un peu véreux qui captent au passage la solde ou même ce qui est destiné à l'armée. Mais c'est un travail d'assainissement qui doit se faire dans le cadre de la réforme de l'armée. Mais pour revenir sur la sécurité, pas seulement à l'Est, au Katanga, chez moi, au Kassai, etc. C'est extrêmement important. La démocratie n'est viable que dans un pays stable. Le respect des délais constitutionnels, de la Constitution, c'est viable dans un pays stable, où la sécurité est assurée. Absence de sécurité, rien n'est possible, et nous allons assister à une foire. Ce sera votre dernier mot, Jean-Marie Kassamba, pour aujourd'hui, bien évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À vous également, un grand merci de nous avoir suivis durant 55 minutes, mesdames, messieurs. Tous les plaisirs a été pour moi de vous présenter cette émission que vous suivrez en rediffusion demain à partir de 10h juste, mais aussi sur Télé 50, sur www.dossierdafrique.com, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle, sur www.congo.cd. J'étais très ravi de vous présenter cette émission. Je vais vous retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Bonsoir, au revoir.